Bonjour à tous. Donc le thème d'aujourd'hui, dans le cadre donc, du cycle de conférences qui est proposé sur le Grand Est, c'est la nucléarisation du territoire et le fait que Cigéo, en fait, a servi de cheval de Troie à une nucléarisation forcenée et forcée sur nos territoires, aussi bien en Meuse qu'en Haute-Marne, dans la mesure où ce sont ces deux territoires qui ont été visés. Alors en fait, pour amener cette nucléarisation du territoire, on a vendu aux collectivités, non pas des projets nucléaires, mais un développement économique qui amènerait, alors développement économique, on ajoute rarement nucléaire, donc du développement économique, on parle d'accompagnement économique, et puis, ces financements, on a vendu, si vous voulez, le nombre d'emplois qui allaient avec, et puis les financements que ça rapporterait. Alors, c'est quelque chose qu'on met en avant, mais une question que l'on ne met jamais en avant, c'est de dire, est-ce que finalement ce développement économique qu'on vous propose, il est nucléaire, certes, mais sera-t-il en fait des freins pour nos territoires, ou au contraire, ce développement nucléaire sera-t-il un atout pour le territoire? Parce que finalement, c'est ça qui est important. Alors, je vais déjà vous présenter des éléments de contexte de manière à avoir une meilleure compréhension des choses, et notamment des éléments de contexte locaux. Alors en fait, le laboratoire est arrivé en 99, c'est-à-dire que depuis 20 ans, cette histoire de laboratoire qui a été donc suivie par le projet Cigéo, en fait a accaparé l'attention des politiques, mais n'a pas fait qu'accaparer l'attention des politiques, il a aussi répondu dans une certaine mesure à une attente des politiques locaux, et surtout il a mis à son profit la quasi-totalité des moyens économiques, en tout cas qui ont été déployés depuis les années 2000, et il a cherché également à se donner une image, une très bonne image, c'est-à-dire que ce sont des atouts pour le territoire. Ce développement économique, ça va être quelque chose qui va tirer en avant un territoire qui en a bien besoin. Alors, sauf que, vous allez le voir au fil de la présentation, régulièrement, un politique local ou un autre trouve quand même moyen de glisser une petite chose qui remet en cause ce mirage des emplois, des financements, du développement économique. Tout récemment, par exemple, le président du Conseil général de la Meuse, dans le dernier bulletin qui nous a été donné dans les boîtes aux lettres, parlait en fait pour le budget du département, non pas de financement qui arrivait, d'atouts, etc., grâce à cette nucléarisation du territoire, mais il parlait d'investissement contraint. Investissement contraint, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas y passer, à y couper. Et parmi ces investissements contraints, il citait Cigéo. C'est pas le discours qu'on aurait imaginé dans la bouche du Conseil général de la Meuse. Alors en fait, pourtant, à partir des années 2000, le laboratoire, donc, qui s'était mis en place, et puis ensuite derrière le projet Cigéo, a été largement accompagné de fonds au travers donc de la création des GIP, groupements d'intérêt public, à la fois en Meuse et en Haute-Marne. Alors je pense que vous en avez déjà été, vous êtes bien au courant certainement des GIP. Alors il faut réaliser qu'en fait ils sont abondés par des fonds du nucléaire, donc essentiellement les grands acteurs du nucléaire, c'est-à-dire EDF, c'est-à-dire Orano, donc ex-Areva, et puis le CEA dans une moindre mesure. En fait, ces fonds du GIP sont faits pour aménager le territoire. On verra qu'en fait, l'aménagement du territoire, c'est surtout un aménagement pour les projets du nucléaire. Ils sont faits pour développer l'économie et ils sont faits pour développer les connaissances scientifiques et technologiques. Alors vous verrez, d'ailleurs, on met toujours en avant les pôles de compétences, etc. Alors en fait, l'argent des GIP coule à flot sur les deux départements. En fait, il est soit sollicité par des projets, mais on s'est aperçu régulièrement qu'il était aussi imposé
sur certains projets, c'est-à-dire que par exemple, on va dire pour un projet, eh bien, écoutez, de toute façon, si vous voulez avoir des financements, il faut en passer par les fonds du GIP. Alors donc, voilà, il arrose absolument tout, hein, il saupoudre absolument tous les projets, dans tous les secteurs, aussi bien le secteur le plus privé, hein, par exemple un citoyen qui refait sa toiture, que les collectivités, que les associations, et que par le biais en fait des fonds qui sont distribués sur un rayon de 10 km autour de CIGEO, et bien ça abonde également donc les collectivités les plus proches et les habitants les plus proches. Je crois qu'on était autour de 450 € par habitant et par an. Et puis ben, on subventionne à peu près tout, hein, c'est-à-dire les maillots de foot, les sorties scolaires, les manifestations culturelles, etc. Alors en fait, derrière tout ça, il faut se rendre compte que ce sont les préfectures, donc le bras armé de l'État dans les départements, et puis les équipes du nucléaire qui sont à la manœuvre partout. Alors ils sont à la manœuvre, on va s'en apercevoir dans les instances économiques, mais ils sont aussi à la manœuvre, par exemple, dans les instances de développement. Moi je sais que par exemple, je participais au comité de développement du Pays Barrois, donc dans le sud de la Meuse, eh bien on avait systématiquement des gens d'EDF et des gens de l'endroit. Mais ils sont aussi dans les colloques, les inaugurations, le comité de haut niveau. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, alors qu'ils sont à la manœuvre, il faut savoir aussi qu'ils ont conscience que le nucléaire, ça ne va pas de soi, et que donc il faut cultiver l'acceptabilité sociale. Et donc, ils nous mettent carrément des sociologues. Hein, c'est-à-dire que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des sociologues de l'Andra qui traînent et qui scrutent la population locale pour savoir comment vous aborder, vous convaincre, etc. Alors en fait, on a parlé des fonds du GIP. Il faut savoir que ces fonds ont d'abord commencé à abonder l'économie dans les années 2000. Et puis ensuite, ils ont été en augmentation constante. En 2000, on était à 18 millions d'euros pour chacun des deux départements, donc 2 fois 18 millions d'euros. Les années 2000, c'est les années d'implantation du laboratoire. Et puis en 2006, donc, de manière à peu près concomitante avec la loi qui a imposé l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, eh bien on est passé à 20 millions d'euros. Et puis depuis 2010, alors on pourrait presque dire depuis la nucléarisation du territoire, puisque le premier site nucléaire qui s'est implanté en dehors de CIGEO, c'est la plateforme de Voie, et elle s'est implantée en 99. Et bien en 2000, on est passé à 30 millions d'euros. Donc voilà, on monte les enchères pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite, et notamment l'acceptabilité sociale. Alors je disais donc qu'en 2000, il y a pour la première fois une entreprise nucléaire s'implante donc à Voie-Vacon dans la Meuse, alors sans que personne ne sache, et certainement pas les habitants du village de Voie, qu'il s'agit d'une activité nucléaire. On parle simplement d'une plateforme logistique. Plateforme logistique qui est en fait liée au transport de déchets radioactifs. Dans un premier temps, qui a été... je ne vais pas vous dévoiler ce que va dire Jocelyne finalement, puisque c'est le propos de Jocelyne tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une plateforme qui n'était pas liée complètement à des matières et déchets radioactifs au départ, mais qui le deviendra par la suite. Alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que depuis, il y en a une dizaine qui se sont implantés, donc depuis 1999, et que c'est une manière, je trouve, extrêmement habile de la part des acteurs du nucléaire que de donner d'une main au GIP un certain nombre de financements pour l'accompagnement économique du territoire et de le reprendre de l'autre, puisque ce sont ces mêmes fonds du GIP qui, au-delà du saupoudrage d'un certain nombre des maillots de foot, des toitures et des manifestations culturelles, eh bien, va verser des sommes considérables pour ces implantations nucléaires. Alors 99, évidemment, ça n'est qu'un début.
Alors ça, c'est le contexte local, mais il faut aussi que je vous dise un mot en fait du contexte national. En fait, depuis le démarrage du nucléaire, donc depuis les années 56, le nucléaire a tissé sa toile partout sur l'Hexagone, notamment avec ses 58 réacteurs, mais aussi tout ce qui est lié, donc de près ou de loin, au cycle du nucléaire. Donc ça va de la mine jusqu'aux déchets. Vous verrez d'ailleurs, il y a un slogan du réseau Sortir du nucléaire qui dit « de la mine aux déchets, tous concernés ». Donc ça passe par le cycle du combustible nucléaire, par exemple tout ce qui est enrichissement de l'uranium, le Yellow Cake à Malvézy près de Narbonne. Ça passe par les sites militaires ou les sites de recherche. Et puis ça passe d'une manière ou d'une autre par tous les sites temporaires ou que l'on voudrait définitifs d'entreposage des déchets radioactifs. Et puis au niveau nucléaire, au niveau national et au niveau de la politique énergétique nucléaire, en fait on s'aperçoit, et vous en avez très certainement entendu parler tout récemment avec l'ensemble des décisions qui ont été prises, toutes les décisions au niveau national, alors que l'on parle de transition énergétique, ne visent en fait qu'à poursuivre le nucléaire. La meilleure preuve, c'est qu'on va démarrer le PR de Flamanville alors qu'il y a de gros problèmes de sûreté. La preuve, c'est qu'on va poursuivre la durée de vie des centrales nucléaires. Juliette en parlait tout à l'heure avec le grand carénage. Donc tout ce qui vise en fait à faire que nos centrales vieillissantes et brinque-ballantes continuent malgré tout de produire de l'électricité, parce qu'en fait elles sont largement, enfin elles sont d'une certaine manière amorties, alors que toute nouvelle installation est très coûteuse. Donc il vaut bien mieux poursuivre les centrales nucléaires au-delà de leur durée de vie, qui avait été jusqu'à maintenant estimée à environ 30 ans, et qui pourrait se poursuivre jusque 40, 50, et on ne sait pas. Voilà, et vous, comme dit mon voisin. Voilà. Et puis, alors, vous imaginez bien que si on poursuit le nucléaire sans jamais s'arrêter et sans jamais freiner, eh bien on a une production exponentielle de déchets qui pour l'instant n'a que des solutions temporaires et pour lesquelles on voudrait bien trouver une solution pérenne. Alors de la mine aux déchets, on est tous concernés. Alors la carte n'est pas très claire. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Non, je ne pense pas que... C'est celle que vous avez là, hein, de toute façon, vous pouvez aussi consulter. Ah oui, il faudrait pouvoir éteindre, oui, c'est juste. Est-ce que quelqu'un maîtrise les lumières dans cette salle? Juliette et Alexis, je ne sais pas si vous avez repéré les lumières. À la limite, c'est pas gênant. Je pense que ça irait, oui. Alors, vous ne voyez pas le détail de la carte, mais en fait, sur cette carte, que vous pourrez examiner plus à loisir tout à l'heure, en fait, vous avez absolument tous les sites dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, donc de la mine aux déchets. Alors, en fait, il faut se rendre compte que malgré la multiplicité des sites en France, puisqu'on peut dire que pratiquement pas une région n'est exempte de nucléaire, eh bien, en fait, il faut se rendre compte que soit les sites existants sont saturés, soit ils deviennent inadaptés à l'usage qu'on veut en faire. Et donc, il faut trouver, alors il y a quand même de grandes régions nucléaires, hein, par exemple la vallée du Rhône, ou la région dans l'ouest, hein, et notamment le Cotentin. Et il faut se rendre compte que si les sites sont saturés et deviennent inadaptés, eh bien il faut d'urgence trouver de nouveaux sites d'accueil. Et c'est pas si simple que ça, parce que ces nouveaux sites d'accueil, en fait, doivent être appropriés donc aux nouveaux usages qu'on veut en obtenir, pour lesquels ils sont destinés, c'est-à-dire la maintenance des centrales et le traitement ou le stockage temporaire ou définitif des déchets radioactifs. Et là, on s'aperçoit que comme pour toute installation extrêmement polluante et présentant des risques technologiques, eh bien en fait on a deux critères de choix pour les implanter au niveau national. On vise d'abord des territoires en déprise économique et donc des populations fragilisées
et donc des élus demandeurs. Et puis, on s'est aperçu, parce que tout ça, ça s'étudie, je parlais tout à l'heure des sociologues de l'ANDRA, qu'en fait, quand on a réussi dans une région à implanter un site nucléaire, eh bien c'est plus facile d'en faire passer ensuite un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, parce qu'en fait, bien souvent, et vous allez le voir tout à l'heure, toute une région va tourner autour d'une mono-industrie, et qu'en dehors de cette mono-industrie, eh bien, on n'a pas su inventer autre chose. Et donc, on en redemande. Voilà, donc là, vous avez une carte qui n'est pas forcément à jour, parce qu'en fait, elle date de janvier 2017. Mais vous voyez donc au centre de la carte, vous avez Bure en, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais ça fait un petit cercle Bordeaux. Et puis tout autour, eh bien, vous avez un certain nombre d'installations nouvelles, en projet, ou bien qui sont déjà largement implantées, comme Soulaine, Épotémont, etc. En fait, il faut aussi se rendre compte que les premières installations de déchets nucléaires, entre autres, une des premières a été Soulaine, en tant que site véritablement de stockage de déchets radioactifs, et qu'autour de Soulaine déjà se sont implantés d'autres sites ayant à peu près le même type d'activité. Alors que la nucléarisation du territoire qui nous concerne aujourd'hui, elle a une palette d'activités qui est beaucoup plus diversifiée. Alors c'est pareil, cette carte-là, elle est là-bas sur le stand, vous pouvez la consulter de manière plus précise, et elle est également dans un des livres qu'on a publié là-dessus. Alors, ce qui a été absolument incroyable, c'est que des opposants en 2015, donc aidés par des opposants à Bure à Paris, sont allés un peu perturber le Salon mondial du nucléaire, donc le WNE, et ont découvert cette carte que personne ne connaissait. En tout cas, la plupart d'entre nous ne la connaissaient pas. Et vous voyez sur cette carte, en fait, Bure au centre, d'une cible qui fait 80 km de rayon et qui déborde donc sur la Haute-Marne et sur la Meuse. Et vous voyez d'ailleurs qu'on a bien mis les limites des deux départements, c'est-à-dire que la Marne n'est pas concernée, les Vosges non plus, la Meurthe-et-Moselle non plus, les Ardennes non plus, etc. C'est bien une cible donc, qui vise la Meuse et la Haute-Marne, donc pour implanter un centre de compétences, alors les termes exacts, c'est s'implanter sur le pôle territorial en compétences nucléaires. Et vous voyez en bas deux sigles de Meuse Entreprises et Haute-Marne Expansion, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a été travaillé avec les chambres économiques et avec les outils que les chambres économiques avaient donc mis en place. Alors c'est une démarche qui a été complètement opaque, je vous le disais, personne n'était absolument au courant de cette carte, et personne n'était au courant on savait bien que les chambres économiques travaillaient avec les préfectures, etc., mais on ne savait pas forcément qu'elles travaillaient à la nucléarisation du territoire. Alors en fait, depuis 2009, je vous le disais, il y a plus de 10 installations qui ont été créées. Elles sont parfois d'apparence totalement anodines, et de toute façon, la manière dont les sites sont intitulés ne sont jamais clairs. Par exemple, la blanchisserie de la Hague, eh bien, c'est tout simplement une laverie de linge contaminé, qui en fait pourrait nous arriver à Suzannecourt, donc avec Unitech. Donc vous avez la plateforme logistique de Voie, c'est une plateforme de transport nucléaire. Donc toujours, ça n'est pas l'intitulé, Soulaine, c'est le centre de l'Aube. Maintenant, on parle des centres Meuse-Haute-Marne, pour parler de Soulaine et de Cigéo, par exemple. Alors, ce sont des implantations qui sont décidées en haut lieu. Alors, on parlait des préfectures, on parlait des chambres économiques. Alors, il faut aussi parler du comité de haut niveau, qui a été mis en place spécifiquement pour ce développement économique. Mais à l'époque, on ne disait pas forcément nucléaire.
le comité de haut niveau, il n'y a pas le mot nucléaire dedans, ni radioactif dedans. Alors en fait, si vous regardez bien la manière dont les fonds du GIP sont actuellement distribués, vous vous rendez compte que la quasi-totalité des fonds importants sont fléchés sur les sites nucléaires. Alors, et il ne faut pas oublier que nos deux régions ont un passé qui a fait que nous avons des industries liées aux militaires et que le nucléaire est intimement lié aux militaires. Et on le retrouve aussi là dans les implantations. Alors en fait, la nucléarisation du territoire, depuis 2009, le nucléaire va tisser sa toile dans tous les domaines dont il a besoin. Il va déjà mettre en place un certain nombre de sites qui sont liés à l'implantation de CIGEO. Donc par exemple à la sécurité nucléaire sur les sites, ou bien au conditionnement des fûts de déchets radioactifs. Tout ça étant évidemment lié à CIGEO. C'est lié également à la poursuite du nucléaire, donc il faut maintenir les centrales vieillissantes, et c'est donc aussi lié à l'aval du cycle, parce que l'aval du cycle produit des déchets qui soit sont retraités pour être réinjectés dans le cycle nucléaire, soit doivent être entreposés de manière durable. Et puis parce qu'il faut que des gens travaillent dans ces entreprises, eh bien on va former des opérateurs, mais on ne va pas former ici en Meuse-Haute-Marne des opérateurs de haut niveau, on ne va pas former des ingénieurs nucléaires, etc. On va former des BTS qui sont liés donc à la maintenance, à la sécurité, à tout ce qui est à la soudure, par exemple, au milieu nucléaire, etc. Et notamment au lycée Blaise Pascal en Haute-Marne et au lycée Ligier-Richier à Bar-le-Duc. Blaise Pascal à Saint-Dizier. Alors en fait, on s'aperçoit quand on regarde un petit peu, parce que l'enquête que moi j'ai pu mener, c'est pas une véritable enquête. Je ne suis pas allée interroger un certain nombre d'opérateurs, de hauts fonctionnaires, d'élus, mais j'ai pris tous les documents qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire dans les journaux, etc. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, ou des choses que j'avais vécues moi-même, on s'aperçoit qu'en fait, si vous voulez, les acteurs se sentent assez... Enfin, les acteurs économiques de nos deux départements sont relativement peu préparés à cette nucléarisation qui arrive quand même assez brutalement, puisqu'en l'espace de quelques années, on va avoir pratiquement tous les ans un site nucléaire qui s'implante. Alors en fait, par rapport à CIGEO, moi j'ai regardé un petit peu la manière dont finalement le projet CIGEO était introduit auprès des collectivités locales. Eh bien, on a des chiffres qui sont très globalisés. Par exemple, on dit qu'il va y avoir entre 500 et 1000 personnes qui vont travailler dans le BTP ou qui vont travailler à la mise en œuvre de l'enfouissement des déchets radioactifs. Mais quand on demande des précisions pour savoir si finalement ces emplois vont être dans une première phase ou dans une phase terminale, et bien là, on a relativement peu de... Et puis on a toujours des fourchettes qui sont assez larges, c'est-à-dire c'est entre 500 et 1000 emplois. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et les élus l'ont très bien vu, c'est-à-dire qu'en fait, ils auraient, pour ceux qui avaient envie d'accueillir ces projets nucléaires, ils auraient voulu anticiper dans leur commune le fait, par exemple, qu'il allait falloir du logement, il allait falloir peut-être ne pas fermer l'école primaire, etc. Eh bien, en tout cas au niveau du pays barrois, on n'a jamais pu avoir de réponse claire et les élus ont toujours été très insatisfaits des réponses. Donc c'est un développement économique brutal qui finalement ne permet pas aux collectivités de s'organiser. Après, on peut dire que, indépendamment de CIGEO, donc les satellites nucléaires, eux, sont très différents les uns des autres. Et pour certains, ils sont de très petite taille. Par exemple, la plateforme de Voie, c'est 16 emplois, dont 2 locaux. Donc 16 emplois, c'est vraiment très très peu de choses. Vous avez après des entreprises qui sont très spécialisées. Par exemple, les entreprises qui sont spécialisées dans la sûreté nucléaire.
La sûreté nucléaire, c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est intervenir en milieu confiné, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas d'accident, etc. Et puis, ils sont très souvent donc à portée du national, sans véritable préparation. Par exemple, Socodéi, qui doit prendre le relais du Tricastin, Juliette en parlait tout à l'heure, ça serait 3 fois le Tricastin pour un département qui ne sait encore pas à quelle sauce il va être mangé. Alors en fait, on se rend très bien compte qu'autour de cette nucléarisation du territoire, eh bien finalement les élus ne sont pas vraiment satisfaits. Ça arrive brutalement, ils sont pas très, ils ne se sentent pas opérationnels et on n'a rien fait pour les mettre dans le coup. Ils sont vraiment à la peine. Alors malgré des structures qui se sont mises en place, hein, on voyait tout à l'heure Haute-Marne. D'accord. Vous n'entendez pas derrière? Non, c'est bon, un peu. D'accord. Alors malgré les structures comme Haute-Marne Expansion ou Nos Entreprises, malgré aussi par exemple une association qui s'appelle Énergique 5552 et qui est en fait une entreprise qui, ayant saisi l'opportunité de ce marché de l'énergie, a voulu structurer un petit peu les entreprises locales, eh bien on s'aperçoit qu'en fait il y a des marchés en hausse, c'est vrai, mais bien souvent ils sont inaccessibles aux entreprises locales au travers d'appels d'offres, qui sont quand même des appels d'offres extrêmement compliqués. Et puis il y a quelque chose que le secteur économique local n'avait peut-être pas bien matérialisé. Il y a eu des années d'embellie, hein, par exemple 2014 pour l'association énergique 55-52 a été une très bonne année, mais en 2016 par exemple les marchés étaient nettement plus faibles et tout ça, ça n'était pas dû en fait au contexte local, mais bien au contexte national d'un nucléaire en difficulté. Et puis également d'un nucléaire et d'opérateurs du nucléaire qui prennent un peu les acteurs économiques locaux de haut. Hein, par exemple, Claude Presta d'Areva à l'époque qui disait les entreprises mulhausiennes et haut-marnaises doivent changer de culture, prendre de nouvelles responsabilités, s'adapter. En gros, elles sont pas en tout cas à la hauteur. Voilà. Elles ne sont pas assez radioactives. Alors en fait, on peut véritablement dire qu'on a fait miroiter des emplois et de l'investissement local, mais est-ce que la réalité est à la hauteur des espérances? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Alors, si on prend quelques chiffres qui datent de janvier 17, Cigéo à l'époque, c'était 86 emplois locaux. Je pense que ça n'a guère bougé depuis, hein, en termes de chiffres. Et en fait, quand je vous disais tout à l'heure que les chiffres étaient très flous, sur les 130 ans de mise en œuvre de Cigéo, donc on estime en fait que le chantier pourrait occuper 1300 à 2300 personnes, mais on ne sait pas très bien comment et quel type d'entreprise, etc. En tout cas, pour les citoyens, ça c'est plus que vrai. Et puis en phase d'exploitation, on pourrait comporter entre 600 et 1000 emplois. Ce qui veut dire qu'en fait, en permanence, sur le site de Cigéo, on aurait entre 500 à 1000 emplois au plus fort de l'activité. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Si vous avez d'autres repères économiques, vous vous rendrez très vite compte que c'est finalement assez peu. Quant aux autres installations nucléaires, alors là, c'est peanuts. LMC Avoie, donc c'est 16 emplois, donc 2 locaux. Parce qu'il faut aussi toujours faire le rapport avec les emplois locaux. Là, par exemple, à Cigéo, vous n'avez pas beaucoup d'emplois locaux actuellement. Hein, vous avez des emplois qui arrivent du national. Voilà. Velaine, c'est 80 emplois, dont 20 extérieurs. Socodéi à Saint-Dizier, c'était en janvier 2017, mais je crois que les chiffres ont un peu changé, 50 emplois et 200 prestataires de haut niveau qui arriveront de l'extérieur également, de France, peut-être de l'étranger. Et Unitech, à l'époque, c'était entre 10 et 45 personnes. Donc vous voyez que c'est pas grand-chose en termes de relèvement économique, en termes de dynamisme économique. Alors en fait, actuellement,
Si on met CIGEO à part, on peut considérer que le nombre d'emplois actuellement créés par la filière nucléaire, ici localement, c'est 150 emplois environ. Il y aurait 200 à 400 emplois supplémentaires qui pourraient voir le jour si les embauches se concrétisent. Parce que rien ne dit que les embauches se concrétisent. Et puis à comparer donc pour la Meuse, parce que je n'ai pas étudié justement le cas de la Haute-Marne, mais comme on est en Haute-Marne, vous pourrez vous comparer avec vos chiffres. Le tissu économique meusien, c'est 64 000 emplois, 3 100 emplois qui ont disparu donc depuis 2008, 14 000 chômeurs. Donc si on prend simplement le nombre de chômeurs par rapport au nombre de créations d'emplois, on est très loin du compte. Et la nucléarisation, ça ne représenterait que 2,3% d'emplois nouveaux. Alors l'industrie en Meuse, c'est 16% des emplois et c'est en régression comme partout en France, donc j'imagine que pour la Haute-Marne c'est à peu près la même chose. L'agriculture et l'agroalimentaire en Meuse maintient ses emplois, donc c'est 14,5% du total des emplois, et c'est un secteur qui recrute parce qu'il faut renouveler en fait les actifs et que ce ne sont pas des emplois délocalisables. Alors c'est une économie, donc aussi bien pour la Meuse que pour la Haute-Marne, qui a une très bonne image. Ce sont des départements qui sont considérés comme des départements verts. Ce sont des productions agricoles qui sont considérées comme de qualité et exportées vers nos voisins les plus proches, le Benelux et l'Allemagne, qui sont très soucieux des questions nucléaires. Par exemple, le Benelux, et même l'Allemagne, très soucieuse des deux gros sites nucléaires du Grand Est que sont Cattenom et Fessenheim. Et paradoxalement, je les trouve, parce qu'on a rencontré les Luxembourgeois assez peu soucieux encore de Bure et de ce qui pourrait arriver donc en termes de tout ce qui touche autour des déchets. Et il faut se demander si en fait donc ces quelques emplois du nucléaire, qui sont quand même des emplois particuliers, quel impact ces emplois nucléaires auront sur nos territoires, et notamment si on devait avoir des incidents, voire un accident nucléaire. Qu'interviendrait-il par exemple sur les exportations de produits agricoles? Même sans accident, bien sûr. Oui, exactement. Alors il faut savoir aussi que pour ces emplois donc, dans la nucléarisation, on a injecté énormément d'argent public. Et je trouve que le coût de chaque emploi est absolument faramineux. C'est-à-dire que l'investissement qu'on a fait pour chaque emploi va de 412 000 € à 1,2 million d'euros par emploi. Alors ça, c'est en phase de création, mais en phase de croisière, on aurait encore des emplois qui coûteraient entre 42 500 € et 300 000 €. Donc c'est quand même énorme. Imaginez les emplois qu'on pourrait créer avec des sommes aussi importantes. Et il faut savoir que ce sont des emplois qui sont exclusifs d'autres emplois. Tout simplement parce qu'on a parlé d'image du nucléaire, mais il faudrait parler aussi des investissements. Et c'est très souvent ce qu'on dit quand on parle de politique énergétique, c'est que si on met tous les investissements dans le nucléaire, eh bien il n'y aura rien pour la transition énergétique. Et bien c'est exactement la même chose pour nos deux départements, c'est-à-dire que si on met tout l'argent pour créer des emplois nucléaires, ne vous attendez pas à ce qu'on crée des emplois dans d'autres domaines. Et on l'a bien vu. Et les élus l'ont dénoncé d'ailleurs. Ont dénoncé le fait qu'avant l'arrivée de ces projets nucléaires, eh bien, ils ne voyaient rien bouger en termes économiques. Alors ce sont des emplois aussi à l'avenir extrêmement incertains, puisque le nucléaire français est en perte de vitesse considérable. Il suffit de voir la baisse vertigineuse du cours des actions d'EDF et de se rendre compte qu'Areva, maintenant Orano, est à l'agonie et que c'est EDF qui a été appelé à renflouer Areva. Donc en fait, ce sont des emplois extrêmement périlleux, d'autant plus que ce sont des emplois en mono-industrie. Alors, est-ce qu'on aurait pu imaginer un autre développement? C'est quand même la question qu'on pourrait... Au moment où
d'où arrivait en fait le laboratoire dans la fin des années 90. Eh bien, par exemple, si je prends le département de la Meuse, qui est celui que j'ai étudié, il y avait un document qui s'appelait Meuse 2015, Construire ensemble la Meuse de demain. C'est un document qui est sorti en 96. Et bien, en fait, ce document, si vous le cherchez actuellement, il a absolument disparu de tous les radars. Je n'ai pu en trouver qu'un seul exemplaire papier, qui m'a été généreusement donné par un donateur. Et puis, il a disparu de tous les sites internet, y compris économiques. C'est-à-dire que Meuse 2015, on ne sait plus ce que c'est. Et pourtant, c'était un document de prospective économique à laquelle tout le monde, tous les acteurs du département de la Meuse avaient été conviés, non seulement les acteurs économiques, non seulement les élus, mais les associations, la société civile. Eh bien, ce document, comme tout document de planification, avait quelques grandes lignes d'action qui portaient sur le transport, sur le développement du milieu rural, etc. Et puis, c'était décliné en actions à mettre en œuvre. Eh bien, ce document, qui est arrivé en même temps que le laboratoire, a complètement disparu et il est introuvable maintenant. Alors, en 96, pourtant, Christian Bataille était déjà passé dans le département. C'est-à-dire que quand le document a été publié, on savait déjà que le laboratoire allait s'implanter en Meuse. Et on savait probablement, pour ceux qui sont dans les sphères nationales, que derrière, on avait de grands projets pour nos deux départements. Hein, je vais citer une phrase de Trace écrite, qui est un journal d'actualité économique qui est surtout le Grand Est et la Franche-Comté, qui a nommé Saint-Dizier l'épicentre du nucléaire français. Donc c'est pas par hasard. Hein, en 96, les élus savaient pertinemment que c'était le nucléaire probablement qui allait prendre le pas sur tout autre développement économique. Alors, un développement économique qui est à la limite du sacrifice. Il faut savoir que, par exemple, Gérard Longuet ou Christian Lamy ne perdent jamais une occasion de rappeler que nos départements, qui sont des départements frontaliers, ont été mis à l'écart d'un certain développement économique, par exemple l'aéronautique, parce que nous étions frontaliers et donc susceptibles d'être un jour de nouveau envahis par nos voisins européens. Voilà. Et donc, finalement, le nucléaire qui s'implante chez nous, c'est une manière de contrebalancer, de rétablir un équilibre par rapport donc à cette industrie dont on a été privé. Alors, est-ce qu'on est en capacité de créer d'autres types d'emplois sur nos territoires? Ben oui, il suffit de regarder n'importe quel autre territoire pour se dire que oui, on peut créer tout un tas d'autres emplois. Et si on avait voulu les créer dans le domaine de l'énergie, eh bien il aurait fallu les créer dans le domaine de la transition énergétique, c'est-à-dire dans l'efficacité énergétique, dans les énergies nouvelles, les énergies renouvelables. Et on sait que ce sont des secteurs fortement créateurs d'emplois. Mais ça n'est qu'un exemple, hein. On n'est pas obligé de travailler forcément dans ce domaine-là, on peut travailler dans le tourisme, on peut travailler une agriculture locale de qualité, en circuit court, biologique, etc. On peut travailler sur la valorisation de notre environnement, qui est, on dit toujours, on est des départements verts, mais c'est vrai que la valorisation est quand même assez timide autour de ça. Et puis, pour donner un autre exemple, mais on pourrait en trouver des tas d'autres, il ne faut jamais oublier que sous Bure, il y a une ressource géothermique importante, donc pour la production de chaleur, et qui serait même exploitable pour la production d'électricité. Et que le projet CIGEO pourrait la condamner à tout jamais, alors que c'est une énergie d'avenir et que le nucléaire est une énergie du passé. Voilà. Alors ça, c'était pour brosser un petit peu le contexte dans lequel la nucléarisation donc intervient. Et on va maintenant, donc, avec donc 4 autres intervenants, prendre 3 exemples que sont Socodéi, donc à Saint-Dizier, Unitech à Suzannecourt, et puis la plateforme logistique de Voie. Donc là, vous avez 2 projets qui sont implantés, c'est Socodéi
en tout cas au démarrage, et la plateforme de voix, et un projet, donc ce ne sont plus des projets, mais des sites implantés, et un projet qui est Unitech. Voilà. Alors on n'a pas expliqué comment allait se dérouler la soirée. En fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on vous présente l'ensemble de ce qu'on souhaitait vous présenter et qu'on passe aux questions ensuite. Donc on a calculé que ça faisait à peu près une petite heure, et puis ensuite on passe au débat. Voilà. Bonsoir, Jocelyne. J'habite dans un petit village proche de Voie-Vacon. Et c'est vrai que j'ai pas du tout de formation dans tout ce qui touche au nucléaire, et que je suis tombée dedans un peu comme vous, après une soirée débat qui a été organisée dans mon village pour parler de la base LMC de Voie. Alors, LMC, pourquoi LMC est venu à Voie? Parce que c'est très bien situé en fait. Vous voyez, il y a un axe sud de la France et puis l'Allemagne, les Pays-Bas, et Voie, c'est juste au milieu, donc ça tombe très très bien pour que des camions puissent s'arrêter dans ce transit de matières radioactives. Depuis, on pourrait faire beaucoup d'autres flèches parce que l'activité de LMC s'est diversifiée, et en fait on pourrait faire des flèches qui vont un peu dans tous les sens partout en France. Qu'est-ce que ça veut dire LMC? Donc LMC, c'est une base logistique. LMC, ça veut dire le Maréchal Célestin. C'est deux sociétés de transport qui ont été rachetées par Orano, transport international de matières nucléaires, et qui ont 5 sites en France, dont la maison mère, c'est Valognes, et le site de Voie-Vacon n'a pas d'existence propre. Il est rattaché à un site du sud-est, à Codelet. Ce qui fait que quand vous allez sur le site de la mairie de Voie, vous pouvez apercevoir toutes les entreprises qui travaillent pour Voie, mais LMC n'apparaît pas. On ne peut avoir aucun renseignement, ni sur le nombre d'employés, ni sur ce qui s'y passe. Alors, comment on est venu à s'intéresser à LMC? En fait, c'est une base qui a été inaugurée en 2009. Et à l'époque, le maire de Voie avait expliqué que c'était simplement pour des nuitées de camions qui transportaient des matières de l'UF6, c'est ce qui va servir à faire le combustible des centrales. Donc c'était en amont du cycle nucléaire, donc quelque chose qui n'était pas contaminé. Et il y avait aussi des pièces destinées à l'usine Georges Best II pour faire des centrifugeuses. Bon, c'est passé un peu inaperçu, moi j'en ai pas trop entendu parler, et donc suite à une réunion publique, on a commencé à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est dit on va les regarder de plus près. Et en fait, en appelant la mairie, on n'avait pas de réponse sur l'activité du site. Le maire nous disait allez demander au gérant. Et quand on allait demander au gérant, on se faisait recevoir et il n'y avait pas de réponse. Si on restait un petit peu trop près des grilles, on avait les gendarmes qui déboulaient au bout de 5 minutes. Et on s'est dit, c'est pas possible, on a besoin d'avoir des réponses. Donc on a créé un collectif. Et en fait, les réponses, on les a petit à petit par tous les courriers qu'on fait au fil du temps. Que ça soit effectivement à LMC Valognes, que ça soit à l'autorité de sûreté nucléaire, que ça soit à la préfecture ou au SDIS. Et donc petit à petit, on arrive à avoir des informations sur ce qui s'y passe. Mais je peux vous assurer que c'est pas facile. On a pensé aussi d'aller voir de visu les camions qui arrivaient sur la base. Et on est allé à tout moment de la journée, enfin toutes les personnes qui faisaient partie du collectif, à tour de rôle, aller voir le matin, à midi, l'après-midi, etc. Et on voyait absolument rien. Et on se disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on nous a raconté? Pourtant, on avait bien vu des photos de camions avec des panneaux radioactifs. Et au bout d'un moment, on a compris qu'on ne voyait rien en journée parce que tout se passait la nuit. Ce qui fait que les habitants de Voie, finalement, ne se rendent pas trop compte de l'activité parce que les camions arrivent tard en soirée.
et partent très tôt le matin avant 7 heures. Et donc après, il a fallu se dire on va observer le soir et la nuit et le matin de très bonne heure pour avoir enfin des infos sur les camions qui y passaient. Donc les camions qui passent transportent notamment des matières radioactives. En principe, ce qui est le plus courant, c'est l'UF6, c'est l'hexafluorure d'uranium. Après, il y a aussi de l'UF6 enrichi, de l'UF6 naturel et de l'UF6 appauvri. Donc je ne vous ferai pas un cours sur toute la transformation de l'UF6, mais on peut penser que ça circule un peu partout, parce que ça arrive aux Pays-Bas, ça descend en bas de la France pour être enrichi, appauvri, puis ça remonte, enfin voilà, ça circule un peu de partout. On a aussi, alors l'activité s'est diversifiée, on a vu arriver petit à petit des déchets, de l'outillage contaminé, et puis des assemblages de combustibles, ou des crayons neufs du O2. Donc il y a quand même beaucoup de risques. Le principal risque, c'est la toxicité radiologique. Alors jusqu'à présent, on n'a pas du tout d'informations sur le contrôle de la radioactivité sur le site. La seule chose qu'on sait, c'est que le SDIS s'est équipé de camions qui sont prêts à faire face à un éventuel risque au niveau chimique. Mais au niveau de ce qui est de la radioactivité, on n'a pas d'informations, et ce qu'on voit en tous les cas, c'est que tous les camions qui arrivent et qui partent ne sont pas contrôlés, ça c'est certain. Pour ce qui est de la toxicité chimique, l'UF6, la poudre UF6, s'il y a un problème, c'est quelque chose qui réagit très fortement avec l'eau et puis l'air. Ça donne de l'acide fluorhydrique qui est extrêmement corrosif, toxique pour les yeux, pour la peau, pour tout. Et bien sûr, cette plateforme, elle est juste à côté du canal. Donc je vous ai fait des photos, après vous verrez un peu. On est vraiment pris entre la 4 voies et le canal, et puis on sait qu'effectivement des accidents sur la 4 voies, parce que ça circule beaucoup, c'est la ligne Paris-Strasbourg, des accidents de camions qui ont les pneus qui éclatent, qui se renversent, etc. Il y en a tout le temps. Donc il faut espérer que cela ne se renverse pas. Donc je vous ai fait quelques photos du site. Alors on voit la 4 voies, la grande 4 voies qui passe juste à côté. Et puis au milieu vous avez le bâtiment où se trouvent les gardiens. C'est un site qui est entièrement clos, avec une double barrière, des barbelés et des caméras vidéo partout. Il y a aussi ils font appel à un gardiennage, des gardiens en permanence sur le site. Alors ce qu'on voit là, les camions qu'on voit, ce sont des tracteurs, parce qu'il y a beaucoup d'échanges au niveau des tracteurs. Et on a un gros bâtiment sur la gauche, c'est un hangar où on peut éventuellement confiner des camions. Donc vous voyez, de l'autre côté, il y a le canal, il y a l'eau, il y a le canal. Et on peut avoir plusieurs véhicules qui transitent en même temps. Donc au départ, on nous disait, mais n'ayez pas peur, puisque les véhicules vont rester pas longtemps, ils sont là qu'une nuit. Mais en fait, ils sont là qu'une nuit, mais plein de nuits par semaine, et puis quelquefois les camions, il y en a plusieurs en même temps, et puis il y a des camions qui peuvent aussi rester tout un week-end. Après renseignement, comme cette plateforme appartient à Orano, ils peuvent faire stationner les camions aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Et comme cette installation n'a pas de classement au titre du nucléaire, c'est pas une INB ni une ICPE, il n'y a pas du tout de contrôle et ils font vraiment ce qu'ils veulent. Donc vous voyez, tous les camions, alors les camions nucléaires ont tous la plaque orange, un petit logo radioactif jaune, et puis après il va y avoir des panneaux de danger. Donc le noir et blanc, ça veut dire que c'est corrosif. Et puis le dernier, c'est une tête de mort, c'est pour toutes les substances dangereuses. Alors les camions, quand ils partent et quand ils arrivent, ils traversent le village. Ils passent tout près des habitations et on a l'école maternelle qui est à 100 mètres. Voilà. Donc voilà, quand on est tout près des camions, ça fait un peu des frissons dans le dos quand on est à deux doigts des vaches. Voilà, alors je ne vais pas vous faire un cours sur la réglementation des transports nucléaires, mais
la plaque orange peut être ou vierge, comme on a vu tout à l'heure, ou renseignée, c'est-à-dire qu'on va avoir le numéro 70 qui signifie que c'est du nucléaire, et en dessous, on va avoir un code ONU qui va vous renseigner sur la matière transportée. Le problème, c'est que, bon, on a essayé de se pencher dans la réglementation européenne par rapport à tout ce qui est transport de matière radioactive par route, et qu'il y a tellement de cas de figure différents que c'est extrêmement obscur. Et on ne peut jamais savoir finalement qu'est-ce qu'il y a dans les camions qu'on observe. Quelquefois, le code ONU est renseigné, donc là on peut à peu près savoir ce que c'est, mais très souvent le code ONU ne sera pas renseigné. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans les camions et on se demande s'il y a un accident, comment les pompiers font pour savoir ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc là, vous voyez, on a toutes sortes de remorques qui passent. Là, c'est un conteneur. Pareil, hein, avec la... Alors, vous voyez, celui-là, la plaque orange, elle est vierge et on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc les conteneurs, il y en a des petits, il y en a des gros. Là, il y en a deux d'un coup. Là, c'est des camions bâchés. Pareil, hein, vous avez les panneaux nucléaires et puis de danger. Voilà, de plus près, hein, corrosif, tête de mort et puis radioactif. Alors ça, c'est des photos prises de nuit, puisqu'en fait, c'est très difficile d'avoir des photos de jour, ou alors, bon, c'est l'été, hein, mais en principe, on observe la nuit. Alors, ce camion-là, par exemple, cette remorque, elle est mise sur cale. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelquefois des convois qui sont dételés le soir et raclés le matin, et mis sur cale. Alors c'est tout un travail hein, pour faire ça, pour quelques heures, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, là, vous avez encore les panneaux. Donc toutes les portes sont scellées. Ouais, il y a des fils qui passent, des cadenas, tout est... Voilà. Là, vous avez par exemple, alors c'est des remorques assez particulières, un type IP2. Ça sert à... Elles sont construites pas très loin. Ça sert à mettre de l'outillage contaminé. On les fabrique en France, on les envoie partout en Europe. Et celle-ci, alors étonnamment, on voit que les plaques étiquettes sont vierges, il n'y a rien dedans. Alors vous allez comprendre pourquoi. Alors quand on voit sur le côté, on voit qu'il y a une espèce de petit truc blanc dans un carré gris. Voilà, les plaques sont vides. Et là, j'ai pris cette photo pour vous montrer que pour les containers, avec les inscriptions, par exemple là, LMRU, puis tout le numéro qui est à côté, on peut savoir à qui appartient le conteneur. Parce qu'on a un bureau international d'enregistrement des conteneurs, c'est un peu comme les plaques d'immatriculation de voitures, et chaque conteneur, on peut savoir à qui ça appartient. Donc on trouve des conteneurs qui appartiennent à la fois à la filière nucléaire proprement dite, hein, en propre, mais après il y a des conteneurs qui sont loués et qui peuvent venir d'un peu partout. Et donc voilà, on a vu que sur le côté il y avait un petit papier blanc qui vous disait que c'était un colis accepté, et pour les colis acceptés, ben, c'est une exception, et ben, ils n'ont pas besoin de mettre quoi que ce soit, ni de signe de danger ou de radioactif ou quoi que ce soit. Voilà. Ils échappent un peu à l'obligation de renseigner. Donc voilà, ça c'est pris tôt le matin, vous voyez, on a des fois plusieurs camions qui stationnent, donc des camions très différents, hein, ça c'est des camions bâchés qui peuvent coulisser. Et puis après, ben voilà, ils s'en vont à la queue leu-leu, ils partent tous en même temps. Voilà. Ça c'est... Alors on peut avoir aussi des remorques qui appartiennent à la filière nucléaire, et ça c'est pour tout ce qui est pièces radiologiques, tout ce qui vient des hôpitaux qui est contaminé. Voilà un énorme conteneur, il y en a des petits mais il y en a des très gros. Alors celui-là, il passait pas loin de mon village, hein, je me suis trouvée derrière par hasard, et après ben, il allait justement se garer sur la plateforme LMC. Alors on peut se demander vraiment ce qu'il y a dedans, parce qu'on voit que c'est radioactif, on voit que c'est corrosif, on voit même que celui-là il est fissile, donc on doit se dire que c'est quand même sacrément dangereux ce qui est dedans, et on ne peut pas le savoir puisque la plaque orange n'est pas renseignée. Voilà, ici à droite.
On a aussi des conteneurs qui sont ventilés. Hein, on voit, il y a des petits, et là, c'était un peu le clin d'œil, puisque le rond-point de voie a mis en évidence une très belle statue du fardier de Cugnot, qui est l'ancêtre de la locomotive vapeur. Le fardier de Cugnot entraîne beaucoup de... c'est vraiment un objet magnifique et les touristes viennent l'admirer. Et sur le rond-point, ils ont mis la réplique du fardier et on a les camions qui passent devant en partant. Voilà. On ne voit pas bien le fardier, mais au centre du rond. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis membre de l'association Joinville Lac Plus Propre, qui est une association qui s'oppose à l'installation de la laverie industrielle nucléaire dans les bassins joinvillois et qui est portée par l'entreprise Unitech. Alors au début on avait pensé de faire, je m'excuse parce qu'on avait pensé de faire une présentation, mais après on a changé un peu à la dernière minute parce que en fait il y a eu un changement de la situation, et un peu dans l'urgence on peut dire, parce qu'il y a quelques jours, donc mercredi et jeudi, il y a eu des articles de journaux qui sont parus et qui nous donnent des informations que jusqu'à maintenant on n'avait pas. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, toute la question de la laverie d'Unitech, que moi j'ai appelé la laverie de la discorde, après je vais vous expliquer pourquoi, tout restait dans le silence. Donc il y avait une omerta, une opacité, on était un peu dans les ténèbres, on ne savait pas grand-chose. Et donc là, on apprend plein de choses, mercredi et jeudi, grâce à la presse. On apprend que donc, Jacques Grisot, le PDG de Unitech, nous révèle que finalement, on aura une enquête publique et qu'elle aura lieu donc au printemps 2019. On apprend également que à côté de l'enquête publique, il propose aussi une réunion publique, donc il a sûrement envie d'échanger au sujet de la laverie et au sujet des risques que ça pourrait engendrer. Ce qu'on apprend aussi, c'est que tous les linges sales viendraient effectivement de France et de l'Allemagne du Sud. Ça on le savait déjà, hein. On savait qu'il s'agissait d'un marché international. Le nucléaire c'est un marché international, donc on savait que c'était en provenance de France et du sud de l'Allemagne, mais si on va visiter les sites Unitech US, on s'aperçoit qu'il y a aussi d'autres pays qui sont mentionnés, donc il s'agirait de l'Espagne aussi et de la Suisse. On apprend également par voie de presse qu'une enquête hydrogéologique a été réalisée et qu'on n'en sait pas grand-chose, donc on attend les résultats parce que jusqu'à maintenant tout est assez caché. On apprend aussi une autre chose. Alors ce qu'on savait par rapport à l'entreprise Unitech, c'est qu'elle aurait assuré à peu près 40 emplois. Et là, on apprend une chose nouvelle, on apprend qu'un pic d'activité, c'est-à-dire d'avril à octobre, que c'est aussi la période d'étiage de la Marne, on pourrait avoir 20 emplois de plus. Chose qui serait quand même assez dangereuse vu qu'on connaît les périodes de sécheresse. On a de côté par contre voilà, des oppositions, on a des bonnes nouvelles parce qu'en fait il y a des maires, donc des communes qui ont donné un avis défavorable à l'installation de cette laverie. Et donc il s'agit de communes de Bétrancourt-la-Ferrée, des Roches-sur-Marne, des Chiffomont-Champaubert et des Droncins qui donc s'opposent publiquement à l'installation de cette laverie.
voilà, je vous disais tout à l'heure que moi je l'ai appelé un peu la laverie de la discorde parce que en fait elle représente vraiment un emblème d'intérêt et de dynamiques qui sont conflictuelles à plusieurs niveaux et voilà, à plusieurs échelles. Il y a un enjeu qui pour moi est assez absurde et c'est que en fait cette entreprise qui est une multinationale, c'est à la base une entreprise américaine qui a donc une filiale française, donc on a une multinationale qui va s'installer à Haute-Marne et qui va faire du surplus, donc qui va créer de la valeur ajoutée. Comment en fait, en exploitant une ressource qui est la ressource en eau, donc à travers l'extraction d'une ressource qui est une ressource gratuite, parce que c'est gratuit, et qui devrait être un bien commun. Donc en fait, voilà, ça me semble vraiment quelque chose d'assez absurde. Et voilà, je veux dire, si on pense aussi au changement climatique et au fait que déjà d'autres activités humaines ont pollué les réserves en eau, ça serait plutôt quelque chose qu'on devrait préserver et dont on devrait plutôt faire des actions qui visent l'assainissement. Et donc, pour répondre rapidement à ce qu'elle disait tout à l'heure, Régine, par rapport à la nucléarisation, on peut considérer que la laverie, c'est vraiment un emblème des processus globaux de transformation économique et financière du territoire, d'internationalisation des capitaux, de reproduction des capitaux, qui vont donc agir de manière permanente sur nos territoires locaux, donc avec un impact permanent. Voilà, si tu veux continuer. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi je m'appelle Thomas, je suis aussi du collectif de l'association Joinville Lave Plus Propre. Alors, donc, je vais vous présenter plus précisément ce qu'est Unitech. Unitech, donc, c'est une société qui a une quarantaine d'années, qui s'est appelée différemment, sans cesse changé de nom. Donc une quarantaine qui possède aujourd'hui 9 blanchisseries industrielles nucléaires aux États-Unis, qui en possède aujourd'hui à ce jour 2 en Europe, dont une aux Pays-Bas qui nous intéressera plus particulièrement, et qui à côté a d'autres activités, notamment puisqu'elle produit les combinaisons, les gants, etc. de protection, qu'elle lavera par la suite. Pour en venir maintenant à ce fameux projet de blanchisserie à la Joinchère, donc à Suzannecourt, juste à côté de la petite ville de caractère qu'est Joinville, qui risque de ne plus le rester très longtemps. Donc cette photo elle est particulièrement intéressante parce que si vous regardez précisément sur le haut, donc la grosse usine elle n'existe pas encore, bien sûr. Par contre, les lotissements qui sont juste au-dessus, eux, existent. Ça, c'est sûr. Donc on trouve quand même cette photo plutôt pertinente. Alors, donc quelques chiffres sur la laverie. En 2012, on a la fermeture de la blanchisserie de la Hague. À ce moment-là, ce qui s'est passé, donc la fermeture, elle a eu lieu tout simplement parce qu'elle était considérée comme trop vétuste et trop onéreuse à moderniser. On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Dans le nucléaire, il y a toujours ce secret. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi un sous-traitant, Unitech, pour faire le lavage. Dans un premier temps, c'est donc Unitech aux Pays-Bas qui va s'occuper de ce fameux linge donc à partir de 2012. Donc ce qu'on peut en dire, c'est pas grand-chose, encore une fois, parce que cette blanchisserie-là aussi ne nous laisse pas beaucoup d'informations. C'est exactement la même chose. On ne sait pas on ne connaît pas ce qui peut en sortir, est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été réalisés sur l'eau, etc. On ne sait pas du tout. Toujours est-il qu'en décembre 2015, il y a tout d'abord un achat très discret par Unitech de ce fameux terrain qu'on a vu précédemment. Donc là, ça a été acheté, mais on n'était pas du tout informé du projet, encore. Il a fallu attendre
février 2016 pour qu'un premier article dont je vous donnerai des extraits un peu après nous permette de comprendre ce qui se passait. Là, donc, en fait, Usine Nouvelle interviewait Jacques Grisot, le directeur général d'Unitech France. Alors j'ajouterais, j'ai oublié qu'Unitech France, pour l'instant, c'est une blanchisserie industrielle, et pour l'instant, pour le coup, c'est pas un mensonge, c'est une blanchisserie industrielle. C'est pas autre chose que ça, du côté de Marseille. Il s'agirait de quoi? Alors on a des estimations, pareil de Jacques Grisot. À chaque fois, c'est Jacques Grisot, notre interlocuteur principal pour avoir des infos. Il nous dit entre 500 et 1500 tonnes de linge contaminé qui arriverait chaque année. Donc je pense que la plateforme logistique sera ravie d'accueillir en cours de route ces fameux 1500 tonnes de linge contaminé. Et encore, ce n'est qu'une estimation, puisque vous allez voir, le marché, il y a beaucoup de marchés à prendre. Tout à l'heure, on parlait Unitech qui souhaitait donc du coup aller chercher du linge venant d'Espagne, venant de Suisse, en plus de l'Allemagne et donc de la France. Donc il y a beaucoup de marchés à prendre. Donc du coup, il va y avoir un flux incessant de camions avec du linge contaminé ou potentiellement contaminé, on va dire contaminé, qui va transiter d'est vers Joinville, mais pas que, on peut bien l'imaginer. Alors, donc le flux de marchandises, bien évidemment, de ce linge contaminé. Ensuite, autre question qui peut se poser, qui peut nous interroger tout de même, c'est qu'une partie de ce linge n'est pas récupérable. Donc à partir de là, il n'est pas nettoyé, et il redevient par magie un déchet. Or, si on se rappelle bien, le droit européen interdit que des déchets passent les frontières. Donc du coup, par cette magnifique opération baguette magique, nous allons avoir à Soulaines des déchets qui vont provenir de toute l'Europe. Donc ça peut aussi être un bon départ pour envisager d'autres déchets qui viendraient comme ça magiquement, par exemple dans un lieu comme un peu Bure ou ailleurs. Enfin bon, voilà. Ensuite, il y a la question de l'eau. Alors la question de l'eau, on a calculé, mais encore une fois, c'est une estimation, que pour ces fameux 1500 tonnes de linge contaminé, on aurait droit à 30 millions de litres d'eau par an qui seraient pompés de la Marne pour être rejetés. Alors, parce que comme on a modifié, pour revenir en arrière après, comment on fait? Ou bas? Zut. Là, comme ça, oui, parce que je ne sais plus où j'en suis du coup. Si, c'est ça, c'est ça. Ok, c'est bon. Alors, ok, excusez-moi. Donc, ces 30 millions de litres d'eau vont devoir supporter à la fois des radionucléides, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on va se débarrasser, on va séparer totalement tout ce qui est radioactif du linge. Donc il va y avoir forcément des traces de radionucléides qui vont aller directement dans la Marne. Autre chose qui paraît presque, je dirais plus scandaleux, mais ça l'est autant, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, peut-on mettre des niveaux. L'idée en fait, c'est que les sels chimiques qui vont servir du coup à séparer les radionucléides des vêtements, ces sels chimiques, le procédé pour s'en débarrasser, c'est la dilution. Donc c'est bien pratique. On utilise la Marne, d'accord, pour diluer les sels chimiques, et donc du coup, elle va être extrêmement polluée. Donc dans ces cas-là, on comprend bien que le maire de Giffaumont, qui lui est du coup, il est directement impacté par cette histoire, évidemment. Le lac du Der, c'est Giffaumont qui est la principale commune, c'est la réserve ornithologique, il ne faut pas l'oublier, et c'est beaucoup de tourisme. Donc évidemment, il est très inquiet de la venue d'Unitech.
Alors, donc, on en parlait tout à l'heure, de Jacques Grisot, qui nous dit 40 emplois, plus une vingtaine pendant la période d'avril à septembre-octobre. Donc, un surcroît d'activité, on est d'accord que maintenant qu'on parle de ces sèches chimiques, maintenant qu'on parle de ces traces de radionucléides, bah, c'est extrêmement dangereux. Il y a de quoi, en tout cas, avoir des craintes. Les fameux 40 emplois, maintenant, il faut les regarder, il faut en regard, et tu le disais très bien tout à l'heure, des 700 emplois du tourisme, en fait. Et c'est ce que M. Calabrese indique. Ça fait 40 pour 700, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que le tourisme va continuer dans ces conditions-là. Si on ajoute les autres infrastructures, évidemment, là, bon, c'est terminé. Qu'est-ce que je voulais ajouter encore par rapport à ça? Non, on va avancer quand même parce que je laisse la parole, je suis bavard. Alors, donc la laverie industrielle, toujours cette même photo, laverie industrielle nucléaire, zone de confinement, aire de maintenance, zone d'entreposage et station d'épuration. Donc, ce qui est encore plus étonnant, et ce dont on ne parle jamais, mais vraiment jamais, c'est que cette laverie, il y a aussi la possibilité d'y stocker des matériaux contaminés, des objets, des outils, des choses contaminées. Et là, c'est le plus grand secret. Alors, on se souvient que Bison, le projet de Richebourg, merci, a échoué il y a peu, grâce notamment à l'association Gudmont-Dinon. Et ben, il est possible que finalement Unitech récupère une partie du magot, on va dire, voilà. Et puis enfin, pour préciser, il y a un permis de construire désormais à la Joinchère, qui a été signé par le maire, M. Boulet, et ça indique bien qu'il y a des rejets dans la Marne, mais bon, ça n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça M. Boulet. Alors ici, quelques éléments qui montrent bien, alors voilà le type de boulot que propose du coup Unitech France. C'est très automatisé tout ça, comptez pas trop de boulot quand même. Il faut de la main d'œuvre dans le contrôle radiologique, donc les gens sont vraiment en présence des matériaux contaminés. Donc c'est bien parce que c'est adapté à chaque client et à chaque type de contamination. J'aime bien cette publicité, je trouve ça assez intéressant. Donc, autres éléments, dans un rayon de 500 km autour de Joinville, on retrouve un petit peu la cible en un peu plus mastoc quand même. On n'est plus à 80 km, mais cette fois on est à 500 km. Des clients habituels. Et là encore, à l'époque, donc on est en 2016, contrairement à ce qu'il dit après en 2018, en 2019, pardon, on se retrouve avec des clients nouveaux, évidemment, alors dans le sud de l'Allemagne, là il dit la vérité, en Suisse et en Belgique, ça, il ne le dit plus. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, encore une fois, on retrouve cette stratégie liée au grand carénage, tout à la fin du deuxième, et donc il compte bien, là aussi, profiter de la manne d'or du nucléaire pour, voilà, pour faire de l'argent, pour se développer. Alors, je vais relaisser la parole à Alice. Oui, pardon. Oui, non, voilà, moi je vous ai parlé donc de la laverie de la discorde et c'était aussi pour souligner le fait qu'il s'agit vraiment de visions opposées et que la question devient de plus en plus une controverse. Donc comment on le voit? On le voit parce que la laverie, souvent, on ne sait pas si c'est du nucléaire ou non. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a souvent entendu parler d'une laverie industrielle, mais pas nucléaire. Donc il y a effectivement beaucoup des éléments de langage, comme à Bure. À Bure, les déchets deviennent des colis. Et à Joinville, c'est un peu la même chose. On parle d'une laverie industrielle, pas d'une laverie nucléaire. Et pour revenir un peu aux acteurs qui sont en jeu, en fait, on voit vraiment qu'il y a des visions opposées et assez contradictoires. Je veux dire, par exemple, on a parlé d'Areva, les déchets, ces types de déchets, des tuniques sont gérés par Areva, qui aujourd'hui sont envoyés dans la blanchisserie qui se trouve aux Pays-Bas. Et c'est là-bas, par exemple, que certains maires de différentes communes ont été amenés cet été
faire une visite guidée, un peu comme on amène des enfants au parc d'attractions, pour leur montrer que du coup laverie industrielle ne comporte aucun risque. Hein. Donc voilà, ça a été la visite guidée des élus cet été. Et voilà, on a aussi par exemple les conseils départementaux qui affichent des slogans comme la Haute-Marne inspire et respire, hein, pour un environnement bien protégé. Et voilà, on se rend compte qu'en même temps, ils affichent ces panneaux, ces slogans-là, et en vérité, ils soutiennent les intérêts et des pouvoirs qui interviennent dans les nucléaires, privés ou pas. Donc voilà, c'est à ce niveau, ça devient vraiment une controverse. Alors, pour ce qui est donc de l'illustration, hein, cette chose, on a choisi écoutez, deux exemples qui vont bien montrer le jeu disons, de disparition sémantique concernant le nucléaire. Et ça a des conséquences, parfois dramatiques. Alors, ici, là, le premier élément, désolé, l'image est un peu floue, j'espère quand même que c'est un peu prévisible. C'est un avis qui a été rendu par le conseil municipal de Joinville en février 2016, et c'était là au sujet du projet Bison. Projet Bison, encore une fois, de Gisbourg à Gunemont-Vidéo. Alors, là, donc le conseil municipal, avis favorable. Ce projet se fera en lien avec les centrales nucléaires, les centres de stockage nucléaire, la nouvelle base de maintenance de Saint-Dizier, la future blanchisserie Unitech qui s'installera prochainement sur le secteur joinvillois. Donc là, on voit bien qu'au conseil municipal en 2016, on met en valeur le cluster nucléaire, on met en valeur le pôle de compétences. C'est flagrant. Mais depuis, les choses ont bien changé et effectivement, la blanchisserie Unitech n'a plus rien de nucléaire. Donc ici, une lettre ouverte d'une citoyenne, c'est un jeune couple qui s'est installé, qui s'installe en ce moment à Suzannecourt avec un enfant. À l'époque, elle était enceinte. Le maire de la commune de Suzannecourt, le maire nous a fait comprendre qu'il pourrait y avoir une laverie, mais il n'a jamais mentionné le fait qu'elle était nucléaire. Oui, lorsqu'on parle de ce projet, on prend bien soin de mentionner une laverie industrielle et on n'utilise surtout pas le mot nucléaire. Voilà, nous nous sentons donc floués par l'administration locale et par l'entreprise Unitech. Donc elle va habiter tout proche, un petit peu comme le lotissement qu'on a vu sur la photo. Et le maire ne lui a jamais parlé de ça. Donc c'est intéressant parce qu'en 2016, on valorisait économiquement la participation au cluster. Et puis après, ça disparaît. Et maintenant, on n'en parle plus. Et d'ailleurs, c'est vrai, la visite de monsieur Boulet, maire de Suzannecourt, aux Pays-Bas, montrait exactement la même chose. On leur a fait visiter, bien évidemment, une partie de l'usine où le matériel est déjà décontaminé. Les gens donc travaillent avec un petit truc de protection sur la tête et puis des gants. Mais c'est normal, ils plient le linge. Enfin, on ne les aura pas amenés en amont de la chose. On va quand même mettre le cancer à une vingtaine d'élus, évident. Voilà, donc voilà, deuxième chose, bon, ça je pense qu'on va en reparler après, donc je ne développe pas, mais auparavant, les laveries, puisqu'elles étaient adossées soit aux centrales nucléaires, soit à l'AG, et bien maintenant, elles étaient donc INB, soumises, donc de la même manière que les centrales, elles étaient contrôlées par l'ASN. Donc des contrôles quand même relativement drastiques. Eh bien non, la laverie n'est plus du tout nucléaire, c'est une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, cette fois contrôlée par l'ADREAL, avec bien sûr beaucoup moins de tests et de surveillance. Alors, eh bien c'est à toi. Et là, donc, je vais juste vous raconter un peu comment on fonctionne à niveau de l'association. Donc l'association, elle est assez jeune, elle est née à peu près l'année dernière, en mai de l'année dernière. Donc quels sont les types d'actions qu'on mène? Alors il faut savoir qu'effectivement on s'est pris à l'avance parce que les projets de blanchisserie n'existent pas encore, il n'est pas encore implanté sur le territoire. Donc voilà, c'est bien pour ça qu'il faut
montrer notre position. Alors, qu'est-ce que sont les actions qu'on mène? On a essayé de faire le plus pour rendre visible cette question, pour visibiliser la lutte et pour dénoncer aussi, par exemple, les manques d'information et l'omerta. Donc, on a fait des tracts, on a distribué des brochures, on a, voilà, vous voyez, différentes pages des journaux. Donc voilà, il y a eu aussi un travail à faire avec la presse. Il y a eu des gazettes, vous voyez là la gazette des Suzancourt, donc il y a eu vraiment une distribution, par exemple, dans les boîtes aux lettres des habitants, de petits livrets avec voilà, des informations qui visaient déjà à expliquer qu'est-ce que ça serait les projets et qu'est-ce que ça serait les potentiels risques de l'installation de cette blanchisserie. Il y a aussi des activités créatives, hein, donc il y en a qui se sont amusés à redécorer des machines à laver, et il y a eu une pétition qui a été faite, donc il y a une pétition que vous pouvez encore signer en ligne. On a essayé d'être présente à des moments un peu particuliers cet été, par exemple à des brocantes. Donc voilà, on était présente sur les brocantes justement pour sensibiliser, parler de la lutte. Voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau des actions communes. Ah si, voilà, on a aussi écrit à différentes institutions justement pour avoir des informations. Donc il y a eu beaucoup de lettres écrites pour avoir des informations précises concernant les projets, mais elles sont presque restées toutes sans réponse. Voilà, on a aussi une page Facebook, donc pour les personnes qui sont intéressées, qui veulent suivre l'actualité. Voilà, pour moi c'est un peu tout et je vous remercie. Peut-être que vous avez quelque chose. Non, je dirais juste que rien ne serait possible si on ne faisait pas ce travail en réseau tous les jours, si on n'avait pas ce soutien et du CEDRA, de l'EODRA, d'autres associations plus locales comme Gudmondillon. Enfin, c'est vraiment sans tout ce réseau, cette organisation-là, on n'aurait pas avancé autant. Et voilà, et, donc je pense que peut toutes les remercier. Donc n'oubliez pas, printemps 2019, c'est maintenant, et c'est là qu'il va falloir avoir une présence sur le terrain avec cette enquête et, je l'espère, une invitation de Jacques Grisot à une réunion publique au Joie. Voilà.